ce mois-ci, je suis dans une nouvelle crise existentielle d'organisation slow. J'ai l'impression que ça m'arrive tous les 3 mois, ce genre de choses. De me rendre compte que je me fais rattraper par l'injonction de productivité et qu'il y a un écart qui se creuse entre ce que je souhaite prioriser, donc en l'occurrence la création, le slow, la vie savoureuse, etc. et ce que je me retrouve à prioriser dans les faits, en l'occurrence des choses qui apportent un sentiment d'utilité et de productivité immédiat, comme par exemple le fait de jouer le jeu des algorithmes et de publier une certaine quantité de contenu pour continuer à être visible, ce genre de choses-là. Ou tout simplement avec la maison d'édition de perdre de vue le côté où je souhaite partager mon art et ouvrir cette petite cabane à d'autres artistes qui partagent les mêmes choses pour tomber dans le côté croissance, rentabilité, etc. alors que Café aux étoiles n'a pas été créé dans un but de rentabilité. Du coup, ce que je me suis dit ce mois-ci, c'est que plutôt que de travailler sur l'agenda slow en lui-même, c'est-à-dire sur le concret, réduire concrètement le nombre de tâches, augmenter concrètement le nombre de pauses, je me suis dit qu'il était temps que je travaille sur l'imaginaire intérieur en fait. Que je prenne conscience de ces mauvaises herbes qui ont poussé et qui continueront à pousser, puisque c'est ça ce que la société nous dit, c'est-à-dire les mauvaises herbes de pensée qui disent qu'il faut que notre temps soit utile, qu'il faut que nos activités soient rentables, productives, etc. Pour venir consciemment me réaligner avec la vie que j'ai envie de mener. Quelque part, c'est une réflexion où j'arrête de me demander ce que j'ai envie de faire et revenir à la question de qui j'ai envie d'être. Du coup, ce matin, ça m'a été très utile de prendre ça à cœur et au lieu de cocher le plus vite possible les tâches, en l'occurrence la tâche d'aller poster les lettres des capsules de papeterie de Patreon et de la vente, la dernière vente de papeterie qu'il y a eu sur la boutique de la maison d'édition, au lieu de le faire le plus vite possible et de revenir, j'ai décidé de favoriser la qualité de vie plutôt que la quantité de choses accomplies, de me poser au café et ça m'a fait un bien fou et ça m'a rappelé qui j'ai envie d'être et le genre de quotidien que je souhaite mener en tant qu'être humain qui a un temps limité sur cette terre, comme nous tous et toutes. J'en suis à la petite pause lecture de midi, je vais en profiter pour vous parler de mes inspirations du mois. Sachez que je le note au fur et à mesure du temps dans mon bullet journal. Ça me permet de garder en tête ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors, en termes de... Il n'y a pas grand chose ce mois-ci, parce que j'ai pas mal bougé, et je tourne ça en milieu de mois et je rebouge encore après. En termes de série télé, on est en train de regarder Fondation sur Apple TV, qui est la série tirée du cycle de livres Fondation d'Isaac Asimov, que j'ai lu d'après Goodreads, je les ai lus en 2015. Et en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc c'est de la science-fiction, qui se passe très loin dans le futur, où c'est toute une civilisation, un empire qui a colonisé les confins de la galaxie, et c'est l'histoire d'un effondrement. C'est là qu'on voit qu'Asimov il avait de l'avance sur beaucoup de sujets quand même. Et en fait, donc le cycle de bouquins, c'est une histoire d'effondrement et il a inventé cette discipline qui s'appelle la psychohistoire, qui est menée par un type qui s'appelle Harry Seldon, qui est un mathématicien, et qui en fait, en utilisant le système de statistiques avec des énormes quantités de personnes, puisqu'il y a des millions de milliards d'êtres humains dans la galaxie, arrive à prédire en fait les grandes tendances futures. Et ce type prédit donc un effondrement de l'Empire, qui pourtant existe depuis 12 000 ans, et il décide de créer une fondation pour prévoir en fait les différentes crises qu'il va y avoir au fil du temps,
Il peut pas empêcher l'effondrement, mais il dit qu'il peut le réduire de 30 000 ans d'âge sombre à seulement 1000 ans d'âge sombre, et que si on suit ces prédictions mathématiques, on devrait pouvoir sauvegarder un maximum du savoir humain, des infrastructures, de la culture, etc. pour rebondir beaucoup plus vite. Donc ça, c'est le concept à la fois des bouquins et de la série. Et je trouvais très intéressant de comparer les deux, parce que les livres sont très... Isaac Asimov, il est très vision globale, enjeux globaux, création d'un énorme puzzle. Et il est pas, ça date de son époque aussi, les 3 premiers tomes de Fondation, ils ont été écrits dans les années 50. Et les 2 derniers dans les années 80, je crois. Donc c'est quelque chose de très, très théorique. Ce qui est hyper bien foutu, c'est justement les puzzles de comment chaque crise est résolue au fil du temps. Mais en fait, on change de personnage qu'on suit pratiquement 2 fois par tome, puisqu'il avance à chaque fois de plusieurs décennies, plusieurs siècles. Et puis Asimov, c'était pas quelqu'un qui était beaucoup dans le personnage et dans l'émotion, il était plus dans l'intellectualisation des enjeux globaux, quoi. Et là, c'est hyper intéressant parce que j'avais déjà constaté avec les séries modernes Star Trek, en comparaison avec les anciennes séries Star Trek, que la culture moderne est beaucoup plus dans l'émotion, en fait, dans l'enjeu personnel, dans les personnages, dans ce qu'ils vont perdre eux dans leur vie, et beaucoup moins dans les concepts globaux, en fait. Et du coup, c'était hyper intéressant de constater ce qu'ils ont changé dans la série Fondation par rapport au livre d'Asimov, pour coller avec cette volonté plus moderne du public d'avoir quelque chose de plus personnel et de plus émotionnel. Et ce qui est marrant, c'est que les personnages que je trouve les plus attachants, moi, notamment le personnage de l'empereur, l'Empire, et le personnage de... je sais plus comment elle s'appelle, il y a une petite mathématicienne qui aide Harry Seldon, je sais plus comment elle s'appelle. Et c'est des personnages que j'aime énormément et qui sont pas dans les livres, en fait. Ensuite, en termes de bouquins, en fait, j'ai beaucoup... la même chose que le mois dernier, j'ai beaucoup avancé des séries qui sont en cours, ou décidé de killer des séries que j'ai décidé de pas continuer, plutôt que de lire des nouvelles choses, en tout cas en fiction. En non-fiction, je suis toujours en train de lire Essentialisme. Non, pas Essentialisme, je suis toujours en train de lire Effortless en non-fiction, je l'ai toujours pas fini. C'était un peu comme le bouquin sur le wabi-sabi, j'ai envie de prendre le temps de le lire et, comment dire, d'intégrer les idées qu'il donne dans chaque chapitre dans ma vie avant de passer à la suite. Que ce soit pas juste une lecture théorique, mais vraiment quelque chose que je mets en place. Du coup, ça prend du temps. Du coup, j'ai lu beaucoup de fiction. Donc j'ai terminé la série qui s'appelle Deadly Seven par Lana Peherchik. Je pense pas que ce soit traduit en français, mais je vous mettrai le lien vers les éditions du tome 1 de Goodreads. Donc c'est 8 bouquins autour de 8 frères et sœurs qui ont été modifiés génétiquement et qui se retrouvent à avoir des super pouvoirs liés à chacun des 7 péchés capitaux, plus le désespoir. Donc ça fait 8 personnes au total. Donc c'est une vibe Gotham City, Manhattan, super-héros, noir, urban fantasy noir, super-héros, vous voyez. Et c'est autrement de la romance. Et donc chaque tome, un des frères et sœurs, Lazarus il s'appelle, donc un des 8 super-héros, rencontre leur partenaire de vie, leur mate, et il y a une intrigue globale qui se poursuit jusqu'à la fin, autour d'un antagoniste, celui qui les a créés en fait à l'origine, l'organisation qui les a créés à l'origine, qui est leur antagoniste. Et donc de tome en tome, je trouve qu'elle a extrêmement bien équilibré entre l'intrigue individuelle de chaque tome, avec l'évolution personnelle du personnage principal, la rencontre avec son amoureux ou son amoureuse, le couple et comment ils évoluent. Et elle a très bien rentré dans l'intrigue principale des 8 tomes. Donc là j'ai lu le tome 8 ce mois-ci, le tout dernier, qui boucle tout. Et j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment très très bien bouclée, sans que ça nuise à l'évolution personnelle du personnage du dernier tome, du héros du dernier tome. Voilà, autrement, j'ai essayé de continuer à lire la série qui s'appelle Chicagoland Vampires par Chloé Neal, mais en fait j'ai décidé de l'arrêter, parce que je trouve que c'est beaucoup trop jeune adulte à mon goût, dans le sens étudiant, de fraternité, les copines qui vont ensemble à la gym, vraiment une ambiance campus un peu, dans laquelle je me retrouve pas du tout, c'est un peu trop campus girly. Je me suis dit je vais pas me forcer à continuer à lire si ça me saoule déjà. Voilà, par contre j'ai continué à lire The Others, donc la série qui s'appelle Meg Corbin, dont je vous ai déjà parlé le mois dernier, qui me plaît toujours autant. Il me reste plus qu'un tome pour finir de lire l'arc qui a Meg Corbin comme héroïne, donc je vous ferai un petit point quand j'aurai tout lu si jamais vous voulez savoir si vous voulez le lire ou pas. Ceux-là ils sont traduits en français pour le coup.
Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout, parce que le reste, j'ai avancé des séries dont je vous ai déjà parlé dans le passé. Donc, ah si, il y en a un dont il faut que je vous parle, c'est la fameuse Jeff Kennedy, j'en ai déjà parlé, hein. La série des 12 royaumes. Et donc elle a fait, mais je crois qu'il y a 12 ou 13 bouquins maintenant qui sont publiés dans cet univers-là. Et elle a fait une trilogie de novellas spin-off qui s'appelle Les Chroniques de Dasnaria. Là c'est pareil, je sais pas si c'est traduit, je vous mettrai le lien vers les éditions du tome 1 de Goodreads. Et j'ai trouvé ça ultra bien foutu parce que pour le coup c'est pas de la romance, c'est vraiment de la high fantasy, plutôt sombre, qui relate l'histoire d'un personnage qui est mentionné dans un des tomes des 12 royaumes, celui à propos de Jep, là, qui s'appelle The Edge of the Blade, où elle voyage vers un pays qui s'appelle Dasnaria, qui est un pays... Mais alors, s'il y a une définition du patriarcat, c'est ce pays-là, quoi. Les nanas, elles sont rassemblées dans des espèces de cloîtres, elles n'ont pas le droit de sortir, elles portent jamais de chaussures, elles sont maintenues sans éducation, elles ont aucun droit, enfin c'est un truc horrible. Et c'était très intéressant de le voir du point de vue extérieur de cette femme qui venait des 12 royaumes pour découvrir cette culture. Et là, en fait, cette trilogie-là, ça se passe 20 ans avant, et c'est l'histoire de la sœur aînée de l'empereur de ce royaume, qui se fait marier de force avec un type horrible, mais c'est marrant parce que c'est l'anti-romance en fait. Vous savez, dans la romance, il y a souvent ce trope de mariage arrangé qui finit en amoureux, quoi, qui finit en romance. Bah là c'est l'inverse, c'est le mariage arrangé qui est une catastrophe parce que le mec c'est un psychopathe sadique qui adore torturer, causer de la peine physique et émotionnelle. C'est horrible, horrible, horrible. Et en fait cette trilogie, c'est l'histoire de cette femme qui dans le tome 1 subit ce mariage arrangé, on voit son éducation, on voit ce mariage arrangé qu'elle subit, et dans les tomes 2 et 3, elle s'enfuit et elle se reconstruit. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire en termes de développement de personnages, en termes de résilience, de comment on peut se remettre d'un trauma pareil, se reconstruire quand on a été élevé dans une culture qui nous dit qu'on ne vaut rien, que notre volonté, notre avis, nos émotions ne valent rien. Incroyable, incroyable. Si vous comprenez l'anglais, ou si c'est traduit en français un jour, je vous recommande très très chaudement les Chroniques de Dasnaria. Ce mois-ci, j'ai fait des créations qui étaient essentiellement illustratives et la papeterie qui en découle. Je me suis rendu compte d'un truc côté façon de créer. Je vous en avais parlé dans le Q&A printanier que j'ai tendance à faire des espèces de mini-sprints où je vais terminer une étape de projet pendant quelques jours avant de passer à autre chose. Et je me suis rendu compte d'une autre chose, surtout quand on regarde du point de vue du cycle, c'est-à-dire que sur 28 jours, il y a 10-15 jours au milieu où je suis beaucoup plus créative que le reste du mois et où j'accepte que le reste du temps je
je vais rester en lien avec ma créativité, mais je vais faire beaucoup moins de choses. Je me suis rendu compte, en tant qu'artiste pluriel, que c'est beaucoup plus facile pour moi de créer et d'ouvrir les vannes d'une inspiration et de suivre cette inspiration-là si je me focalise sur un art à la fois. C'est-à-dire, au lieu d'essayer avoir une séance d'écriture le matin, une séance de peinture l'après-midi par exemple, et puis de mettre en page de la papeterie le soir, où on peut adapter ça sur une semaine, écrire le lundi matin, peindre le mardi matin et faire de la papeterie le mercredi matin par exemple, et bien c'est beaucoup moins efficace, j'ai beaucoup plus de mal à rentrer dedans et à m'enthousiasmer, à être inspirée, puis à avoir aussi la confiance dans ma plume, dans mon pinceau, etc. que si je me dis bah cette semaine je ne fais que peindre, ou cette semaine je ne fais que numériser les peintures et créer des arrangements de cartes de postales ou de planches de stickers par exemple, ou cette semaine je ne fais que de l'écriture. Comme si le fait d'ouvrir la porte sur un art en particulier, ça ouvre les vannes en fait de la confiance en moi, de l'inspiration, de la créativité, de l'enthousiasme sur cet art-là en particulier. Donc du coup ce mois-ci c'était un mois illustratif et papeterie. Côté illustration, j'ai été motivée en fait de peindre ça fait 1 an que j'ai envie de peindre ça, c'était les vacances à Granville qui m'avaient donné envie. Et j'ai peint en fait un assemblage de petits objets qui me font penser à mes vacances en Normandie ou en Bretagne, l'année où on était allé à Saint-Malo, avec la petite marinière, la mouette rieuse, je sais pas si on reconnaît ce que c'est de loin là, mais c'est une crêpe avec une bolée de cidre, des palourdes, parce qu'on était allé à la pêche à la palourde dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'était incroyable, on avait fait ça en 2021, c'était trop cool. Un phare, il y a un phare à Granville, et un parapluie parce qu'il restait une place et je me suis dit c'est quand même une région où il pleut pas mal. Alors j'ai adoré faire cette peinture là parce que déjà je suis restée dans un thème de couleurs et j'aime bien travailler autour d'une palette de couleurs. Et puis je vous en avais parlé le mois dernier que j'avais envie de m'entraîner à faire des choses, plus des montages un peu type des petits paysages, des choses comme ça. Et du coup je suis très contente de mon petit fort là, mon petit phare je veux dire. Mon petit phare qui est sous forme de petits paysages, et c'est ce genre de choses là que j'ai envie de faire un peu plus souvent. Donc ça a été mon illustration du mois, que le mois prochain, enfin là en juin je pense que je vais la numériser pour en faire une planche, pour vous proposer des petits adhésifs d'été pour la dernière ouverture de la boutique avant la fermeture des grandes vacances. Je pense que ce sera début juillet, je pense la dernière ouverture de la boutique, et puis si j'ai pas le temps de numériser ça, je mettrai autre chose, mais je suis très contente de peindre ça. Et puis j'ai eu un énorme justement sprint de création de papeterie ce mois-ci, parce que j'avais une capsule de retard pour les mécènes, donc j'ai créé à la fois les capsules d'avril et de mai pour les mécènes Patreon, je vais vous les montrer. J'ai utilisé justement la collection Forêt Enchantée, parce que j'ai créé la collection Forêt Enchantée, je vais vous la montrer, et je l'ai utilisée pour faire la capsule de Patreon. Donc là j'ai essayé de faire un assemblage, non pas un assemblage de type paysage, mais un assemblage de comment est-ce qu'on met les objets ensemble avec un fond, etc. Donc j'ai fait ce test là toujours avec l'impression derrière du coup maintenant. J'ai fait des stickers Forêt Enchantée, il y en a 4 avec 4 palettes de couleurs, comme ce que je fais avec toutes les collections de papeterie de planches de stickers. J'ai testé un nouveau, vous savez, je vous avais dit il y a 2 mois que j'aimais bien tester quelque chose de nouveau à chaque fois que je fais quelque chose, et du coup là j'ai voulu tester un nouveau type de papier qui est blanc, blanc un peu vinyle, un peu glossy comme ça. Ça rend un effet sympa. Faut juste que je réfléchisse avec quel genre de visuel ça rend bien, parce que avec l'aquarelle je trouve que le transparent mat ça s'y prête bien parce qu'on retrouve la transparence de l'aquarelle. Là comme c'est complètement blanc, c'est pas transparent, mais du coup ça donne aussi une impression qui est vraiment super jolie, super quali. Donc je réfléchirai
à ce que je pourrais faire avec ce papier là. Le petit mot de remerciement, et ça c'est un test que j'ai fait, que du coup je vais aussi proposer pour la vente de juin, où j'ai voulu avoir un format un peu plus japonais, un format un peu kakemono, un peu long comme ça, avec une illustration et un poème. Voilà, j'ai voulu commencer à tester les cartes de haïku illustrées, et donc là j'en ai fait 2 pour le printemps et j'en ai fait 3 pour la boutique, je vais vous montrer. Donc ça c'était la capsule des mécènes d'avril que j'ai envoyée ce matin. Ensuite, la capsule de mai, c'est celle que je suis en train d'imprimer cet après-midi là. Et donc le thème c'est la lune rousse. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue sur mes lunes et mes constellations. Et en fait en janvier, j'avais envoyé aux mécènes. En janvier, j'avais envoyé cette carte aux mécènes qui était les dates des pleines lunes des 6 premiers mois de l'année. Et je leur avais promis que du coup, au mois de juin, pour la deuxième moitié de l'année, je leur renverrai une autre carte, mais avec les dates des pleines lunes des 6 derniers mois de l'année. Du coup, c'est exactement ce que j'ai fait, voilà. La version du coup de juillet à décembre, avec les 6 derniers mois de l'année. Et j'ai rajouté cette petite... le fait d'imprimer l'arrière des cartes postales que je fais depuis le mois depuis la capsule de mars, il me semble. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais en profiter pour faire un thème, phase lunaire, quoi. Donc du coup... les matcha latte, ils vont également recevoir une planche adhésive transparent mat avec des lunes. Donc on retrouve les phases qui sont là, puis j'ai rajouté d'autres lunes pour que ça fasse un petit truc un peu sympa. Et je me demande si je vais pas mettre, si je vais pas faire un petit assortiment phase lunaire pour la boutique aussi, parce que je trouve que c'est vraiment cool. Voilà, et une de ces deux là en adhésif indépendant, donc soit la lune rousse, soit le croissant de lune. Et puis les thés d'exception, avec le petit mot de remerciement bien sûr, comme tous les mois. Et les thés d'exception vont recevoir du coup la deuxième, enfin ils reçoivent les deux comme ça, plus tout ce que je vous ai déjà montré, plus un adhésif avec les phases de lune en plus petit, et puis fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si jamais vous avez envie de mettre dans votre journal, votre agenda, votre bullet journal, si vous avez envie de coller le jour où c'est le... Soit de coller pour marquer les phases de lune sur une page du carnet, soit sur l'entrée du jour, coller la petite lune pour dire aujourd'hui c'est la pleine lune, aujourd'hui c'est la nouvelle lune, etc. Donc plus en guise de décoration d'agenda, on va dire. Et puis, 2 choses comme ça imprimées. Ça c'est un truc que j'avais créé l'année dernière, pour le mois d'avril il me semble, et j'avais mis dessus, j'avais imprimé les dates des phases de lune du mois d'avril du coup 2022. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé les dates, j'ai imprimé uniquement les lunes sur un papier un peu plus fin. Celui-là c'est un 130 GSM je crois, sur du papier recyclé. Et l'idée c'est de l'utiliser comme justement petit papier de mémo des phases de lune du mois, où du coup vous pouvez noter à la main sous chaque phase à quelle date c'est ce mois-ci, et puis l'afficher comme j'ai là sur un truc avec des épingles, ou bien le coller dans un carnet, ou bien, vous voyez, ce genre de truc là. Et donc, pour les d'exception, j'en ai mis 2 sur un papier un peu plus fin. Et je suis trop contente, je la trouve trop bien cette capsule, ça m'avait trop manqué de faire de la papeterie autour des lunes. J'ai refait une série là des haïkus avec un 3e par rapport à ce que j'ai envoyé aux mécènes. C'est sur du papier verger, ça, un peu ivoire, c'est une très joli papier. Je me suis dit que ça ferait des très jolies décos ou des très jolies choses à envoyer pour l'été avec les petits haïkus dessus. Je suis très contente de cette création. Je pense que j'en ferai d'autres, des haïkus sur ce format-là, avec les autres saisons ou même avec d'autres thèmes, vous voyez, parce que je trouve ça vraiment super joli comme mise en page. Je trouve que ça met bien en avant la simplicité de l'illustration et la simplicité du poème. Ce format un peu kakemono japonais me plaît beaucoup. C'est un peu atypique pour une carte postale comme format, parce que c'est trop large pour être vraiment un marque-page, c'est trop étroit pour être vraiment une carte postale classique. Mais je trouve ça super joli. Donc je pense que j'en ferai d'autres au fil de l'année, parce que j'en suis très contente. Et ensuite, les éléments de la collection Forêt Enchantée, qui est la nouvelle collection de la boutique qui sort le 2 juin. Donc 4 cartes postales. Ce coup-ci avec l'arrière. Je les avais pas fait pour la collection printanière parce que l'apprentissage est venu après avoir créé les trucs. Mais à partir de maintenant, elles y seront. Donc là, il y a l'arrière des cartes. Donc les cartes postales. Et voilà les 4 planches. Je vous remercie d'avoir vu ce petit vlog de journée
d'une journée avec moi jusqu'au bout qui sert également de point d'artiste. J'espère que le format vous a plu. Je suis en train de réfléchir un peu à l'avenir de la chaîne en ce moment. Et je me dis que des petits vlogs comme ça peut être pas mal. Je sais que c'est ce que j'aime regarder en tant que spectatrice. J'aime beaucoup notamment la chaîne de Nao qui fait des petits vlogs d'une dizaine de minutes. Du coup, je suis en train de réfléchir au futur contenu pour la rentrée, hein, parce que là cet été, je pense que ça va être assez simple les vidéos que je vais faire. Si vous avez des préférences parmi le genre de vidéos que je fais, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que c'est aussi pour vous que je l'ai fait cette vidéo, donc n'hésitez pas à donner votre avis. En attendant, je vous remercie d'avoir vu ce point d'artiste vlog journalier jusqu'au bout, et je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!